Vous avez raison, effectivement, quand l'affaire n'est pas où il n'y a pas les bons coupables et les bonnes victimes, en quelque sorte, institutionnelles du système, effectivement, on en parle moins. Mais là, en l'occurrence, c'est difficile de ne pas voir du racisme contre la France et du racisme anti-blanc dans certains quartiers. Je veux dire, c'est les gens qui rentrent dans ces quartiers-là. Mais c'est quoi le rapport les gens qui rentrent dans ces quartiers-là. On parle du journaliste, là. Oui, justement, les gens qui rentrent. Mais justement, nous sommes dans des zones qui sont des zones de non-France. Alors, on disait que lorsque la police arrivait dans ces quartiers, eh bien la police provoquait, qu'elle faisait du contrôle aux faciès. Et donc c'était normal que comme les jeunes se sentaient provoqués, elles soient attaquées. Mais un journaliste ou un médecin ou un pompier, il fait quoi de mal dans ces quartiers, à part être ce qu'il est? D'où le voilà. lien. Donc, il fait son travail. Donc, si vous voulez, il y a effectivement, quand on parle de sécessionnisme ou de séparatisme, c'est aussi un séparatisme, un sécessionnisme ethnique. La France n'est pas la bienvenue dans ces quartiers. Dans votre explication, voilà. Non, c'est vrai. Alors, on nous dit... Vous faites des raccourcis. Vous faites des raccourcis, ce criminel a été... desservent la cause que vous êtes censé défendre. Ce criminel est un étranger qui a été condamné... Agresseur présumé, on va attendre. Il a été déjà condamné 8 fois. Vous savez pourquoi il a été condamné 8 fois jusqu'à commettre maintenant l'irréparable? C'est parce qu'à chaque fois qu'il est condamné et qu'on veut faire une sanction exemplaire, on a des gens comme vous qui viennent nous expliquer... des gens comme moi? Oui, des gens comme vous, la gauche, je veux dire, ou l'idéologie dominante, d'accord, qui viennent nous expliquer qu'effectivement, si on ne fait que lui tirer l'oreille, c'est raciste. On le stigmatise, c'est de l'amalgame. Donc effectivement, laissez-moi finir, il commet un larcin, ensuite on ne le punit pas, il commet un deuxième larcin. Non, mais sur les 8 fois où il est. C'est beaucoup plus grave. Non, c'est sur les 8 condamnations. Il faut être précis, c'est vol avec violence, agression, c'est pas des larcins. Oui, d'accord, alors c'est encore pire. Soyez précis, monsieur. Soit vous parlez des choses, soit vous n'en parlez pas. Non, mais là, vous allez vous apporter de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire, si à chaque crime qu'il a commis, la société a été infoutue de mettre un cran d'arrêt à cette dérive, c'est qu'il y a vraiment un problème, et un problème idéologique. Toujours, c'est le décalage qu'il y a entre le discours triomphaliste du gouvernement, en tout cas les autosatisfecit que se délivre le gouvernement en matière de déploiement de stratégie vaccinale, et puis la réalité sur le terrain qui reste toujours alarmante. Donc soit effectivement le gouvernement est efficace et la stratégie vaccinale avance à la vitesse qu'il nous dit, et à ce moment-là, normalement on devrait voir, pas complètement éradiquer, mais enfin au moins ralentir le nombre de cas, parce que par définition, plus on vaccine, plus normalement le nombre de cas devrait se ralentir. Or là, de cas graves. Et de cas graves, voilà. Mais là, en l'occurrence, il n'en est absolument rien. Donc, moi, si vous voulez, le seul salut dans cette guerre sanitaire, l'arme absolue, encore une fois, ce sont les vaccins. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on critique de manière si violente le gouvernement, parce qu'il n'a pas pris en compte la nécessité d'armer sanitairement le pays. Il n'y a pas eu de sursaut, là, un petit peu, dans la prise de conscience, quand même? Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que le diable est dans les détails. C'est-à-dire que quand on confie la gestion de la guerre à une commission européenne complètement anonyme, dont on ne connaît pas les modalités des négociations, et donc avec la bureaucratie telle qu'elle est, etc., évidemment qu'après, en fin de chaîne, le gouvernement est juste capable de commenter ce qui arrive, puisque depuis le début, c'est pas lui qui gère en direct la commande, les prix, les doses, etc. Voilà. Donc c'est quand on n'a pas une stratégie nationale, les seuls pays qui réussissent aujourd'hui, disons-le, ce sont les pays qui ont opté pour une stratégie nationale à la fois de commande, Angleterre, de prix et de sécurisation des approvisionnements. Voilà. C'est global. C'est global. Attendez, on n'est pas là pour dire la faute à qui dans le coronavirus. Ce qui est fabuleux, Madame Thénault, c'est qu'en fait, vous avez encouragé. Ce qui est fabuleux, c'est que vous me laissez pas terminer. Vous avez encouragé un processus de désindustrialisation que vous avez applaudi. Enfin, vous et votre équipe politique que vous avez applaudi. Parce que le progressisme, ça consiste effectivement à faire fabriquer à l'étranger des choses qu'on n'a plus en France mais qu'on paiera moins cher. Et le jour où on en a besoin, vous dites finalement, en fait, ce sont les choix des gouvernements que vous avez soutenus quand même. On va sortir de cette posture. Une désindustrialisation, ça se fait pas en 3 ans déjà. Donc je pense qu'il faut savoir bien expliquer les choses. Alors, ça se fait très rapidement. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Super, vous êtes expert. Oui, je suis économiste, donc je peux vous en parler. Ça se fait pas en 3 ans et vous le savez très bien. Mais le sujet, sur le principe très simple, c'est quand on est plus nombreux à commander des doses et qu'on a plus de doses, le prix mathématiquement est moins important. Et l'approvisionnement aussi. Surtout quand on est dans une crise, démarche. Si vous négociez les prix à la baisse, eh bien vous obtenez moins de doses qu'ailleurs. Que vous nous dites une fois que vous n'avez pas accès aux accords et que vous ne savez rien. Qui a dit ça? J'ai jamais dit ça. Non. Vous l'avez déjà dit qu'il y avait
d'opacité au sein de l'Europe sur les accords qui ont été passés. Pas du tout. Ah bah écoutez, vous êtes amnésique maintenant. Non. Néanmoins, et après vous nous expliquez que vous commentez quelque chose dont vous ne connaissez pas la constituante. Simplement, comme votre trip et votre délire, c'est de dire que l'Europe, c'est pas bon, mais vous utilisez la crise sanitaire pour faire de l'anti-Europe. Ah ben, j'ai pas besoin d'utiliser la crise sanitaire, madame. C'est cynique. Vous voyez bien, vous aimez les chiffres. Vous connaissez la moyenne de vaccination au sein de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, même par rapport à des pays comme la Turquie ou le Maroc. À la fin de la foire, on verra combien il y en a déjà de vaccinés. D'accord, on a une moyenne, juste je termine, on a une moyenne de vaccination en Europe, d'accord, qui est de 5%. Des pays comme la Serbie, c'est 14%, alors qu'ils sont en dehors de l'Union européenne. Et je ne parle même pas de pays comme la Turquie ou le Maroc, qui là encore ont des taux de vaccination supérieurs aux nôtres. Alors vous pouvez toujours essayer de protéger votre idéologie européiste en nous expliquant que l'Europe c'est merveilleux. Au bout d'un moment, il faut quand même corroborer l'idéologie avec la réalité des faits. Sinon, ça s'appelle de la cécité militante. Si la France avait négocié seule, savez-vous ce qu'elle aurait pu négocier? Est-ce que vous le savez? Oui, je sais ce qu'a négocié la Grande-Bretagne, par exemple. Mais la France n'est pas inférieure à la Grande-Bretagne, que je sache. Expliquez-moi, pourquoi on avait en interrogation. Monsieur Messia, est-ce que vous seriez d'accord qu'on donne les données médicales des Français? Est-ce que vous seriez d'accord? Alors, je vais vous dire, tant qu'à faire, comparons ce qui est comparable. Entre donner les données médicales des malades au laboratoire et les voir mourir, excusez-moi, je préfère donner les données médicales. Donc vous êtes d'accord, très bien, c'est une prise de position. Vous choisissez la mort, c'est votre choix. Parce que vous m'avez classé dans la catégorie, on est à gauche, donc on est forcément dans la position... une grande majorité, dans la position... Vous n'êtes pas majoritaire dans votre camp? Eh bien non, nous sommes majoritaires, la nouvelle génération... Vous êtes majoritaire? Oui, dans mon camp, je suis majoritaire. La nouvelle génération, les nouveaux, justement, responsables à gauche, prennent leurs responsabilités et disent qu'il n'y a pas de posture victimaire lorsqu'on défend la République. Quelle République, madame? Vous défendez quelle République? Mais notre République... La République française, elle se qualifie. Ah, parce que, excusez-moi, elle se défend toute seule, elle n'a pas besoin d'un ventriloque. Non, mais elle se qualifie, ça veut dire que, ça veut dire que moi, forcément, lorsque je parle de la République, ce ne serait pas notre République? Oui, parce que je trouve et c'est pas la République française? Je trouve que très souvent, on parle des valeurs de la République, mais la République, mais je ne reproche pas à vous, je reproche à ce discours qui parle sans arrêt des valeurs de la République, sans jamais qualifier la République. Vous essayez de me faire rentrer dans vos clichés, dans la République, madame, dans laquelle je ne rentre pas. La République, madame, elle a été... Parce que j'appartiens à la République française. Je suis française. Mais ça veut dire que j'ai besoin de me justifier. Non, mais pas vous, tout le monde. Mais à gauche comme à droite, tout le monde parle de valeurs de la République sans jamais dire que la République, c'est la France. Les gens d'extrême droite, comme vous, considèrent toujours que les gens comme moi ont besoin de se justifier. Expliquez-moi pourquoi nous sommes partis de l'agression d'un journaliste photographe à Reims pour arriver à... Vous instrumentalisez le débat. Parce que je pense qu'à travers ce journaliste, comme à travers les forces de l'ordre, comme à travers tout ce qui est attaqué dans ces quartiers, quelque part, c'est la France qui est attaquée parce que la France n'est plus la bienvenue dans certains quartiers. Je veux dire, il faut oser dire les choses à un moment. Il ne faut pas s'aveugler. Ces zones ne sont pas des zones de non-droit, c'est des zones de non-France. Qu'est-ce que vous proposez, clairement? Vous qui faites des discours à l'emporte-pièce sur des tables plateaux télé, moi je suis sur le terrain. Je vais vous dire, déjà le renforcement de la chaîne pénale, déjà l'armement idéologique et moral de nos policiers, indépendamment de leur armement matériel. Exactement. Pas inhiber les policiers en leur disant n'attaquez pas parce que vous faites du contrôle facial. Ça veut dire que le rôle des policiers, c'est d'arrêter les crapules et de les foutre en tôle. Voilà ce que ça veut dire. Juste pour répondre à votre question, vous avez dit sur ce... Non mais juste là-dessus, sur cette question-là. Là, en l'occurrence, l'agresseur de Reims, il était étranger, il était titulaire d'une carte de séjour espagnole. Il a commis un premier crime sur notre territoire. Qu'est-ce que ce type foutait encore en France? Il est accueilli par la France en tant qu'invité, il y commet un crime, c'est dehors. Voilà. Ses convictions seront sur cette terre d'Irak et puis aussi surtout le soutien qui sera apporté, à n'en pas douter, aux chrétiens d'Orient. On dit souvent les oubliés de l'histoire. Est-ce que c'est votre avis? Écoutez, moi en tant que chrétien d'Orient, puisque je suis concerné par ça, puisque tout le monde sait que je suis un copte d'origine, donc je ne veux pas être pessimiste, mais c'est vrai que le sort des chrétiens d'Orient me paraît désormais scellé. On entendait tout à l'heure Harold nous dire qu'il y a 30 ans en Irak, la population chrétienne d'Irak représentait 10% et dans des temps encore antérieurs, elle représentait 20%. Aujourd'hui, la proportion des chrétiens en Irak tourne autour de 1,5 à 2%. Donc vous imaginez la saignée, la fuite massive de ces chrétiens. Non, donc aujourd'hui, effectivement, ce sont les chrétiens d'Orient qu'il s'agit de protéger, parce qu'il y a une autre minorité, ce sont les juifs, mais les juifs, ils ont Israël, donc ils n'ont plus besoin d'être protégés. Ça veut dire quoi ça? Non, mais en Orient, ils n'ont plus besoin d'être protégés. Ils ont une patrie.
ceux qui sont en Orient, il n'y a plus beaucoup de juifs. Déjà, il n'y a plus beaucoup de chrétiens et encore moins de juifs. Donc, vous voyez. Non, mais au même titre, les juifs doivent être protégés au même titre que les chrétiens. Mais bien sûr, mais la question, c'est. Je parle du Proche et du Moyen-Orient, madame. Une exacerbation, si vous voulez, une islamisation du Proche et du Moyen-Orient qui fait qu'ils sont de plus en plus persona non grata. Et la France, normalement, est la gardienne des chrétiens d'Orient. Elle est la protectrice des chrétiens d'Orient. Est-ce qu'on l'est suffisamment ? Et en renonçant à cette mission historique, la France renonce quelque part à elle-même. Bah oui, bien sûr. Mes parents ont assisté à la fuite des Juifs d'Égypte en 1956. On ne peut pas dire que depuis, l'Égypte se soit enrichie, ni culturellement, ni, économiquement. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une minorité qui part pour des raisons de persécution religieuse ou de pauvreté économique, bien sûr, ça appauvrit un pays, c'est évident.